Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode de Podcast ou Sexiste, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Loris Lautour, c'est moi. Et aujourd'hui, vous écoutez le dernier épisode de la saison 1. Pour terminer la saison, nous avons choisi un thème qui nous tenait à cœur, la culture. Pour traiter cette thématique, nous avons fait appel à des intervenants insulaires uniquement pour parler histoire, tradition et stéréotypes. Dans cet épisode, vous écouterez Pierre Gambini, Diana Salicetti, Davia Benedetti et Marie-Jeanne Nigoli. Commençons tout de suite les présentations. Davia Benedetti, je suis maître de conférence, enseignant-chercheur en langue et culture régionale, spécialisée en anthropologie de la danse et du corps en Corse. Donc mon cursus a été, au départ, est parti d'une passion chevillée au corps qui était pour mon île, la Corse. Et donc c'est ce qui m'a amené à poursuivre un cursus en langue et culture corse à l'université de Corse. Et parallèlement, j'avais d'autres activités, dont une activité artistique en danse, qui m'a conduite à avoir d'abord une formation semi-professionnelle et ensuite professionnelle. Et j'ai voulu donc pouvoir avoir un point de vue aussi, pouvoir analyser ma pratique et donc avoir un point de vue distancié, réflexif sur ma pratique en danse, ce qui m'a conduit à un doctorat en anthropologie de la danse. Voilà. Et donc j'ai fait un travail sur les danses en Corse, les danses sur tous les aspects, c'est-à-dire les pratiques dansées, qu'elles soient traditionnelles, rituelles ou contemporaines. Ça a été le premier travail sur les danses en Corse et le premier travail sur le corps en Corse, puisque l'objet d'étude était assez nouveau en France en général. Et voilà, donc du coup, ça m'a permis ensuite de pouvoir avoir une carrière d'enseignant-chercheur à l'Université de Corse. Alors l'anthropologie, c'est une discipline qui m'intéressait beaucoup, donc d'étudier une pratique dansée par cette discipline anthropologique apporte l'intérêt justement d'avoir ce point de vue réflexif, puisque l'anthropologie, c'est l'étude de l'autre, prendre le point de vue de l'autre. Anthropos, homme, donc étude du groupement humain et donc de comprendre leur processus en groupe. Et moi, du coup, j'ai étudié les constructions identitaires à partir des pratiques dansées. Donc, bonjour, je m'appelle Pierre Gambini, je suis compositeur de musique à l'image, essentiellement connu en tout cas pour ce travail, mais je suis aussi producteur audiovisuel, de documentaire et de fiction. Et j'ai un parcours de musicien qui commence à peser, je dirais, dans la balance. J'ai réussi à me faire une place dans cette société, ce qui n'a pas été très simple tous les jours. Donc, j'ai réussi à me faire connaître au départ avec un groupe de musique qui s'appelait Iganté. Lui, on chantait du rock en Corse. J'avais en amont même une expérience avec un autre groupe qui était politisé, qui s'appelait Isula. Mais avec Iganté, c'est là où j'ai pu exprimer une partie de ma création au départ, avec des chansons qui étaient très sarcastiques et qui étaient très ironiques, avec des textes assez violents, mais qui étaient en train de refléter, je dirais, un peu la société dans laquelle on vivait. Donc machisme, racisme, enfin tout y était évoqué, et avec un paradoxe dans ces chansons, qui était un peu de décompresser justement de tout ça et d'en rigoler quelque part, même si c'est pas risible, mais c'était justement d'avoir un regard un peu geek en fait sur cette société, avec beaucoup de distance et beaucoup de cynisme. Donc il y avait c'était des caricatures, hein, bien entendu, hein, mais voilà. Mais le fond, par contre, c'est là où j'ai fait mes premières armes en tant que compositeur, mais aussi en tant qu'auteur, puisque j'écrivais en Corse. La plupart des chansons, enfin 95% des chansons étaient écrites par moi même. Donc j'ai réussi à me faire connaître à travers ce travail-là. Et à partir de là, j'ai commencé on était à la fac, et puis on touchait un peu à tous les domaines musicaux, notamment aussi bien le rock que la musique traditionnelle, que les musiques du monde. On jouait beaucoup de chants et de musique irlandaise dans les pubs. Enfin, on faisait la tournée de Corse et ça marchait super bien. On faisait beaucoup la fête en fait. D'ailleurs, toutes nos chansons parlaient de ça, de bringue et de fête. Hein, c'était voilà. Et là, j'ai commencé à m'intéresser donc dès les premières créations au traditionnel corse, puisque j'avais autour de moi des amis comme Jean-Pierre Malarogne, qui est un chanteur et violoniste aussi,
qui lui aussi creusait un peu, je dirais, la partie musicale sur les violons et sur la partie musicale traditionnelle. Donc j'ai commencé à faire des adaptations de traditionnels sur des musiques modernes, aussi bien en rock et par la suite sur les musiques électro. Chant que j'ai investi un peu plus tard lorsque j'ai commencé à mener ma carrière en solo. La musique traditionnelle, elle résonne en moi d'une manière qui n'est pas explicable. C'est quelque chose que j'arrive pas à expliquer. Il y a des genres musicaux qui peuvent plus ou moins vous toucher. Là, la musique traditionnelle, pourquoi? Parce que peut-être c'est intrinsèque. Peut-être parce que vraiment je viens de là, tout simplement, et que ça me parle directement. Donc j'ai beaucoup écouté les fonds sonores. Ce sont des fonds en fait qu'on n'écoute plus parce qu'ils ne sont pas très écoutables. C'était des collectes qui ont été faites à la fin des années 50 par notamment le pionnier, c'est Félix Quiligi, qui est allé enregistrer dans les villages en fait des personnes âgées qui continuaient, je dirais, de transmettre cette culture du chant traditionnel. Donc je ne suis pas un expert, mais par contre j'ai écouté pas mal de choses et je me suis toujours inspiré en tout cas de l'esthétique sonore qui se dégageait des fonds musicaux, notamment pour mes créations contemporaines et personnelles, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de très intéressant qui parfois même pourrait se rapprocher de la cold wave ou du genre musical comme ça. Donc voilà, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. En tout cas, moi, c'est les liens que je tisse. Je m'appelle Diane Salidjedi, j'ai 33 ans. Je suis chanteuse corse, donc intermittente du spectacle. Je suis aussi journaliste après des études dans ce domaine-là, en presse écrite pour Parole de Corse. Et j'ai un troisième visage puisque je suis accompagnatrice à cheval. J'ai un terrain agricole dans lequel je fais de l'huile d'olive et aussi à partir duquel j'amène les gens à cheval d'ici quelques semaines. Ça commence cette activité-là. C'est fait des choses très hétéroclites, mais pour moi, c'est très lié et c'est même indissociable. Les trois passions, que ce soit le chant, écrire sur mon île avec le journalisme ou faire découvrir mon île à cheval et faire du produit du terroir. Ce sont trois choses qui sont unies par un même lien, c'est l'amour de ma terre, de sa culture, de son peuple et même sans parler de politique, c'est vraiment un attachement très fort et très charnel que j'ai à cette terre-là et à ma région du Tard. C'est donc là où j'habite, à 1 heure d'Ajaccio au sud, entre Propriane donc au sud et Ajaccio au nord, dans la vallée du Tard où est le golfe du Valinco. Et c'est d'ici maintenant, même si je suis aussi originaire de Castagniccia par mon père, c'est d'ici que je rayonne et que je sillonne quand même la Corse parce que le chant est un acte peut-être militant, un acte culturel, mais c'est aussi un acte nomade, puisque quand on chante, il faut savoir se déplacer, aller à la rencontre des gens, que ce soit en montagne, pour les concerts, pour les fêtes. Le chant, c'est quelque chose de communautaire, donc je ne peux pas rester uniquement à Porte-Pau chanter sous mes oliviers. Voilà. Marie-Jeanne Nigoli, vous êtes présidente du CESEC. Pouvez-vous vous présenter? Et je représente dans cette institution les lieux culturels pour lesquels j'ai été désignée, puisque je suis présidente de l'ADIA. L'ADIA qui est un lieu de création, diffusion de spectacles vivants. Donc j'ai fait toute ma carrière professionnelle, si je peux dire ça, en tout cas mon parcours professionnel s'est déroulé en Corse depuis bien longtemps maintenant, parce que je commence à prendre de l'âge, dans le domaine de la culture. J'ai été à la fois au ministère de la Culture, à la ville d'Ajaccio, et donc j'ai une pratique très ancienne depuis le début de mon engagement professionnel dans le domaine de la culture et dans toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer ici pour développer l'art et la culture sur le territoire. Pouvez-vous parler du CESEC? Ce qui est très important et ce qui fait que nous on s'appelle CESEC, alors que tout au niveau national, vous avez des CESER, c'est-à-dire conseils économiques, social, environnemental régionaux, d'accord? Il y en a dans toutes les régions de France. Et au niveau national, vous avez le CESE, qui est Conseil économique, social, environnemental, qui est placé auprès du Parlement et du gouvernement. Donc c'est un réseau légal, réglementé. En Corse, on a rajouté la culture. Pour la raison simple, c'est qu'avec la loi de 2002 dite Matignon, la culture a été décentralisée auprès de la région.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la collectivité de Corse qui est le chef de file, ça s'appelle comme ça, dans les textes, chef de file du développement de la culture et de l'art en Corse. Alors, puisque la thématique, c'est la culture, et que dans le secteur culturel, eh bien, il y a les arts, eh bien, la danse en fait partie. Et la danse en Corse, c'est un sujet assez vaste, bien on ne connaisse pas forcément cet aspect-là de la Corse, puisqu'on parle plutôt de chant souvent, pas de danse. Eh bien, il faut savoir que quand même la pratique de la danse aurait vraisemblablement existé depuis la préhistoire en Corse, puisque même l'archéologue Roger Grosjean, dans la grotte Ascrite, dans le Cap Corse, aurait trouvé donc les premières peintures rupestres qui auraient été, qu'il aurait assimilé soit à un quadrupède ou soit à un danseur. Donc il y voyait éventuellement du mouvement. Donc c'était pas exclu. Après, plus précisément, il y a en 480 avant Jésus-Christ, au musée d'Aléria, on a une coupe sur laquelle est dessiné un éphèbe qui danse. Donc là, il y a quelque chose qui est attesté. Et on a aussi, sur un morceau de marbre bleu, une inscription qui témoigne d'un rite néo-pythagoricien au IIIe siècle. Donc ça voudrait peut-être dire que les danses qui sont associées à cette pratique-là pouvaient avoir existé en Corse. Voilà. Donc c'est vrai que l'historique de la danse en Corse, puisque c'est mon objet principal d'étude, ça relève du défi parce qu'il y a peu de sources. Mais pour autant, voilà, on voit quand même qu'il y a des traces qui remontent depuis la préhistoire, voire l'Antiquité. Il y a aussi la danse de la mauresque. Alors la mauresque, c'est une danse guerrière, donc vous voyez des hommes, puisqu'on dit souvent que les hommes ne dansent pas en Corse. Eh bien, il y a de grosses traces. Voilà, à mauresque, c'était une danse guerrière espagnole qui était à la mode au XVe et XVIe siècle et qui était attestée en Corse au XVIIIe siècle par Giovanni della Grossa, qui était un chroniqueur. Et donc, ça mettait en scène la conquête des chrétiens sur les morts. Forcément, c'est des hommes qui pratiquaient ces conquêtes et donc qui mettaient en scène ces danses avec des bâtons. Aussi, une danse qui est rituelle et qui est encore pratiquée, même si à mauresque a été pratiquée, mais c'est une reconstitution assez... c'est un spectacle, en fait. C'est une mise en scène spectaculaire. Ça n'a plus la teneur guerrière qu'elle avait à l'époque où elle était pratiquée au XVIIIe siècle. Par contre, maintenant, je voudrais vous parler d'Agranidula. Agranidula, c'est une danse spiralée qui remonterait à l'Antiquité aussi. Donc, et cette danse-là, c'est la seule danse qui aurait une prégnance historique aussi lointaine et qui aurait perduré jusqu'alors. Alors la granidula, c'est une danse spiralée qui est exécutée aujourd'hui par des confrères, donc vous voyez toujours des hommes, même si depuis 2007 environ, il y a aussi des femmes confrères, des confréries de femmes qui ont pu y rentrer. Donc on voit une évolution même dans le rapport aux hommes-femmes au sein même de ces pratiques-là. Et donc la granidula, au départ, ce serait un rite antique qui aurait perduré, donc qui aurait pu s'adapter au christianisme parce que justement elle s'est adossée au rite chrétien. Donc elle a bravé les interdits religieux et elle a pu perdurer jusqu'alors. Et elle symboliserait le labyrinthe parce que ça serait l'entrée dans le labyrinthe par Thésée pour tuer le Minotaure et sa sortie. Donc l'entrée dans la spirale et la sortie. Et bien sûr, ça a une symbolique de cohésion sociale parce que c'est le groupe et chaque individu qui se retrouve au sein du groupe qui va se resserrer autour du centre pour ressortir, donc changer. Donc c'est un rite initiatique. Et il y a le rapport aussi à mort-renaissance, comme tout rite initiatique. Donc je parle de la granidula parce que ça me permet aussi de faire une correspondance avec le rituel funéraire Uogeru, qu'on appelle aussi Abadata dans le sud de la Corse, donc Uogeru pour le nord et Abadata pour le sud. Et donc Abadata, c'est un rite ou un rituel qui comporte différentes séquences, c'est-à-dire qu'il y a la danse circulaire autour du mort, il y a l'aspect chanté aussi par une pleureuse et le cri
qu'on appelle ousbraille ou oskouk. Donc voilà. Et ça, c'est encore porté par des femmes, même si il est attesté qu'au départ, il y a aussi des hommes qui pratiquaient ce rituel-là, mais en tout cas, c'est les femmes qui portaient ce rituel-là de la mort. Et je précise ça parce que, alors que les précédents exemples que je donnais, c'était plutôt les hommes, parce que le rapport à la mort a une prégnance très importante, en fait. C'est que pourquoi l'Église a réprimé autant cette pratique-là, alors que la granidola a pu perdurer, parce que la granidola, déjà, ça a une dimension mourir, renaître très universalisante et qui correspondrait, qui a pu s'adapter à la symbolique chrétienne, alors que le Wodjer ou la Badat, donc ce rituel de la mort, lui, se restreignait à une dimension familiale et aussi à une symbolique plutôt antéchrétienne, qu'on pourrait appeler païenne, c'est-à-dire où la relation aux morts, elle se fait tout le temps. Et il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas besoin d'intermédiaire, alors que dans la religion catholique, c'est l'Église l'intermédiaire. Et là, en fait, c'était la femme qui permettait de faire la liaison, donc de faire passer le mort vers l'au-delà. Donc elle avait une compétence et un pouvoir énorme d'avoir la possibilité de faire passer le mort dans l'au-delà. Et socialement, au-delà de la dimension religieuse, c'est la femme qui appelait à la vengeance quand il s'agissait d'une mort violente. Quand le mort était assassiné, c'est la femme dans la partie chantée, c'est-à-dire dans le moment où elle à Ojeradridge, quand elle était, on disait soit à Ojeradridge ou la Badator, pour dire la pleureuse, donc quand elle vociférait, c'est elle qui appelait à la vengeance. Et l'homme était obligé de suivre. Donc elle a quand même un pouvoir et symbolique et social très fort, alors que la femme, elle est dans un espace qui est clos, puisqu'elle est dans l'espace de la maison ou jusqu'au jardin, et c'est l'homme qui paraît publiquement dans l'espace public. Donc malgré ça, il y a un paradoxe qui est assez important, elle a un pouvoir quand même qui est assez, qu'il faut relever. Donc pour parler du Wodjer, donc pour parler de l'ensemble du rituel de la mort, au départ, parce qu'on dit souvent que le Corse ne danse pas. L'homme corse ne danse pas. Par exemple, pendant le rituel de la mort, il y a des interdits religieux, donc datés du XVIIe siècle, qui nous montrent que on interdit cette pratique aux hommes. Donc ce sont les hommes qui pratiquent. Au départ, en fait, le rituel, il est pratiqué dans un espace public, voire même dans l'église. À mesure que le rituel est réfréné, est interdit, il sort de l'église, il arrive donc devant, sur le parvis, sur la place publique. Après, la place publique, ça ne va pas non plus. Il rentre dans la maison. Et à mesure qu'il rentre dans la maison, il rentre dans l'espace féminin. Donc c'est la femme qui se met à prendre ce rituel en main et donc qui vit ce rituel tel que je l'ai décrit, c'est-à-dire avec sa face dansée autour du mort jusqu'à tomber par terre, parce que c'est une forme cathartique, et avec la dimension chantée aussi et crier. Alors, en ce qui concerne la femme, dans la tradition corse et le chant, il y a un aspect qui est assez particulier, c'est que la femme gère plus ou moins, je dirais, la misère en fait de la société. C'est-à-dire qu'elle chante aussi bien les naissances, les berceuses, donc c'est elle qui s'occupe des enfants, c'est pas les hommes, parce que les hommes sont occupés à aller travailler dans les champs, mais on ne dit pas aussi que les femmes travaillent dans les champs aussi, en l'occurrence. Et la femme est là aussi pour chanter le deuil, c'est-à-dire les décès. Donc, en gros, elle gère un peu toutes les situations que les hommes n'ont pas trop envie d'endosser. Voilà. Elle gère la misère, ouais, elle est là pour les situations merdiques un peu, ouais, voilà, elle est là pour pallier, je dirais, la situation merdique. Ça donne lieu à des choses très émouvantes et très belles, en l'occurrence. Mais j'ai jamais entendu, en tout cas à ma connaissance, je ne connais pas de chant, je dirais, par contre, qui relate du travail de la femme dans la société, alors qu'elle travaille dans les champs aussi bien que certains hommes. D'ailleurs, même à ma connaissance aussi, par rapport aux témoignages que j'ai pu recueillir dans ma famille, c'est qu'une fille n'allait plus à l'école parce qu'on avait besoin d'elle pour les tâches au quotidien.
Et les tâches au quotidien, c'était aussi bien le foyer, mais aussi le travail dans les champs, dans les jardins. Donc voilà, mais ça, c'est des choses. Ça, je parle de la jeunesse de ma grand-mère. Donc ça, c'est à peu près, on va dire, il y a 60 ans, 70 ans en arrière. Voilà. En ce qui concerne ensuite la chanson d'amour, c'est quelque chose auquel je me suis intéressé, puisque j'ai moi-même écrit des chansons d'amour ensuite par la suite, qui étaient contemporaines pour le coup, donc qui portaient un autre regard sur la femme et qui portaient comment dire, qui allait bousculer le code en fait qu'il y a un peu dans la chanson traditionnelle ici. Parce que la chanson traditionnelle ici, souvent ce sont des amours déçus, blessés, et on a l'impression que l'homme a un peu le comportement d'un adolescent vis-à-vis de la femme qu'il a laissée. Alors, c'est souvent elle qui le laisse, c'est souvent elle qui est responsable de la peine et la tristesse de l'homme. Voilà, donc c'est des codes, c'est des schémas qui sont là, qui sont pour le coup, comment dire, très significatifs en fait de ce qu'a été et de ce qu'est encore aujourd'hui la femme dans notre société. Diane, est-ce que le regard sur la femme corse qui chante est particulier? Alors, c'est vrai que sur le continent, je pense que non, non, partout, c'est assez peu banal de voir une femme corse chanter. Tout le monde, bon, le vit, on n'est pas des extraterrestres, on nous regarde normalement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on demande à 150 personnes du continent, bon à 100 on va dire, de leur expliquer ce qu'est le chant corse, à l'instar des groupes basques avec leurs bérets et leurs pompons et leurs costumes, les gens vont dire, Imouvrini, homme, main sur l'oreille, chant en noir, peut-être, un peu politique aussi. Et femme, c'est vrai que le peu de fois j'ai fait des salons de musique internationale comme le Bab El Med à Marseille qui n'existe plus pour le moment, ou certains lieux d'échange autour des festivals et des artistes. Et c'est vrai que quand je vois des tourneurs arriver ou des managers, le fait de trouver une femme qui chante, ça les interpelle toujours un peu. C'est: «Ah, il y a des femmes aussi. Oui, oui, ah d'accord, ah ouais, c'est spécial» et en plus, on chante moins en groupe, j'ai remarqué quand même les femmes. On est moins en polyphonie. Il y a peut-être, s'il y a 10 groupes de polyphonie de femmes en Corse, je fais large en plus, c'est énorme. Tandis que des groupes de polyphonie d'hommes, mais vous en avez des dizaines, pléthore. Donc les femmes déjà sont moins dans le code polyphonique, même si elles maîtrisent la polyphonie, hein. Je pense à Soledone, à plein de groupes, notamment, Santaoul, il y a Isoladine, bon, c'est des groupes de polyphonie à part entière, elles ont les mêmes harmonies que les hommes, hein, il y a pas de souci. Mais le fait polyphonique est moins répandu chez la femme. Donc ça fait comme des carrières solo de femmes et là, je pense à Doria Ossé, à Francine Massiagne, à Patrizia Catace quand elle a quitté, Soledone, à Patrizia Poli maintenant quand elle a aussi fait sa carrière solo, à Letizia Giuntini, bon, il y en a plein, à Naro qui donc c'est beaucoup de voix individuelles et donc déjà, je pense que ça fait une double différence. C'est-à-dire l'homme est polyphonique, même s'il y a des carrières solo bien sûr, hein, comme Feli ou Maïpech, mais en plus la femme, elle est pas polyphonique et elle a fait du chant monodique. Donc ça fait une double, je dirais un double décalage vis-à-vis d'un public, néophyte qui ne connaîtrait que la polyphonie. Mais on est bien reçu. J'ai jamais eu de souci, à part une fois, j'avais sur une vidéo un short, un short de couture, pas du tout un short pour aller à la plage. Et j'avais une vidéo où je portais ce short noir, très basique et très classique, en tout cas, rien d'affriolant. Et un tourneur éventuel est venu me voir que je voulais forcément avoir un tourneur pour être plus à même de voyager. Et il m'a dit: «Ah non, mais c'est pas possible, une femme corse, ça peut pas chanter comme ça». Donc, je lui ai demandé, ben, je veux dire en quelle tenue je devais forcément chanter et j'ai l'impression qu'on attend toujours et ça c'est des clichés qui ont la peau dure, on attend de la femme corse une femme en noir, un peu style Colomba de Mérimée, qui chante des Boggeri pour appeler à la vendetta d'un fils mort ou d'un frère assassiné et bon, enfin, on est très loin de ça, c'est ce que je disais. J'ai dit: «Mais je peux chanter en rouge, en violet». J'ai fait des premières parties de Porto Latine, de Patrick Bruel, où j'ai fait des parties très rock et c'est ce que j'ai toujours aimé. C'est-à-dire, OK, la femme corse chante, c'est bien, l'intime, les berceuses, le chant sacré, pas de souci. Mais la femme corse, elle est aussi totalement connectée à la Corse d'aujourd'hui avec ses téléphones,
ses réseaux, sa vie, ses couples qui se cassent et qui se refont, ses familles recomposées. Enfin, la femme corse n'est pas restée au 18e, dans sa maison en train de passer de la farine de châtaigne et de tamiser de la farine. Enfin, on a évolué. Donc c'est rigolo, il y a un peu ce décalage. Je pense on pardonne moins aux femmes d'être modernes, en Corse, en tout cas. Alors au niveau justement de cette figure de la femme, on retrouve ce pouvoir avec Astrega, la sorcière. C'est souvent la femme qui a le pouvoir de jeter le sort ou qui va dénouer le sort parce qu'elle va donner tel ou tel objet. Souvent l'objet qui est donné, c'est un ustensile de cuisine. Donc vous voyez, il y a encore là aussi une dimension féminine assez prégnante, même si après, il y a la figure du matsero, donc celui qui est capable de prédire la mort dans ses rêves. Là, le plus souvent, c'est un homme, quoi. Mais en tout cas, la femme a le pouvoir de créer le lien avec l'au-delà, même si le matsero lui aussi l'a. En tout cas, dans le rituel funéraire, c'est elle qui a la prégnance, quoi. Alors, c'est réprimandé par l'Église parce que, justement, elle a cette possibilité de faire ça et parce que, du coup, la gestion de la mort se fait dans l'espace privé et plus dans l'espace public, sous le contrôle de l'Église. Et donc, c'est pour ça que l'Église voit d'un mauvais œil cette dimension populaire, quoi, qui n'est pas dans les clous de l'Église, qui est plutôt héritée de pratiques plus archaïques, en fait. La sorcière en Corse est un peu différente de l'idée générale de l'ancienne sorcière en France. Astrega en Corse peut aussi bien mettre le mauvais œil que l'enlever. Et dans l'inconscient collectif, on fait plus souvent appel à la sorcière pour nous enlever le mauvais œil que pour le mettre à quelqu'un. Il y a un livre intéressant que je vous conseille à ce sujet, Sorcière de Mona Chollet. On y lit « La sorcière est à la fois la victime absolue, celle pour qui on réclame justice, et la rebelle obstinée insaisissable. Il sera question de la vision du monde que la traque des sorcières a servi à promouvoir, du rapport guerrier qui s'est développé alors tant à l'égard des femmes que de la nature. Une double malédiction qui reste à lever. » Et il faut dire ensuite qu'au niveau historique, tous ces interdits religieux qui sont édictés tout au long du XVIIe siècle, je pense notamment à des interdits de l'abbé Giustiniani, ces interdits-là, ils sont aussi renforcés bizarrement par les idées des Lumières, qui ne sont pas forcément dans un sillage de l'Église catholique, mais en tout cas, les idées des Lumières allaient à l'encontre de l'obscurantisme. Donc ces pratiques antéchrétiennes sur le rituel de la mort sont de l'ordre pouvaient être comprises comme des pratiques obscures. Donc du coup, les idées des Lumières qui sont portées par Pascal Paoli en Corse au XVIIIe siècle sont réprimées. Ensuite, il y a aussi le traité de Versailles en 1768 et le traité de Versailles qui amène donc un pouvoir français, le pouvoir politique français, très centralisateur, très assimilationniste. Donc ça renforce tous ces interdits religieux et donc, pour revenir à un aspect plus corporel, ça impacte aussi sur la mise en jeu du corps. Et on va arriver donc d'une pratique corporelle. Alors là, je prends l'exemple du rituel de la mort parce que ça, on peut vraiment le décrire. Il y a eu d'autres interdits sur d'autres pratiques. Et du coup, la pratique corporelle, ça amenuise de plus en plus. Donc, on arrive de plus en plus à un corps contenu. Dans le rituel funéraire, la danse s'atténue. Ensuite, elle disparaît au XVIIIe siècle. Le chant, lui, il perdure jusqu'au XIXe siècle. Et après, il s'arrête. Et le cri, ou sbraille, dont je parlais, lui, il arrive à perdurer jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Et ensuite, on passe à l'immobilité et aux vêtements de deuil en noir portés par la femme après-guerre, puisque après la guerre, la Première Guerre mondiale a fait de gros ravages en Corse, puisqu'il y a jusqu'à 5 garçons par famille qui sont partis à la guerre, donc ça a décimé les familles. Et donc la femme, souvent, portait l'habit de deuil toute une vie.
puisque je parle de femmes en noir, il faut aussi revenir à avant, puisque là je parle de la Première Guerre mondiale, dès la Première Guerre mondiale, mais avant ça, il y a toute une littérature autour de la femme. Je pense par exemple au roman de Prosper Mérimée de Colomba, qui parut en 1840, qui justement mettait en scène un ethnotype de la femme, un stéréotype de la femme, cette femme austère en noir. Donc, si vous voulez, tous les interdits religieux, tout le sillage politique et après tout cet imaginaire autour de la femme et de la représentation des Corses a contribué à construire un ethnotype du corps en Corse, un ethnotype des Corses qui était austère, pudique, avec un corps qui n'était pas tant que ça en mouvement. Alors que dans la réalité, qui était peut-être plus pudique, donc plus caché, et qui n'était pas lascif, qui ne se dévoilait pas, voilà. Voilà, donc du coup, au milieu du XXe siècle, eh bien, c'est le silence qui est devenu le signe du respect pour le mort, par exemple, et plus ce corps cathartique, etc., comme on a eu au départ. Donc, je parle de toute cette historique et de ce rapport au corps dans lequel la femme prend vraiment une place prépondérante, parce que ce rapport au corps-là, il a été après incorporé. Et au moment des années 70, du Reacuist, donc c'est le moment de la réappropriation culturelle où on sent que l'identité corse est en danger et donc on veut se réapproprier tout ce qui détermine finalement cette identité et relève d'une différenciation par rapport aux autres. Alors à savoir bien l'histoire de la Corse, la musique, le chant, le théâtre, la langue. Donc il y a toute une réappropriation et tout un foisonnement d'associations qui veulent remettre en exergue toutes ces dimensions-là. Et du coup, autour de ça, eh bien, il y a une posture militante qui se crée. Et la posture militante, c'est une posture corporelle, eh bien, elle est très pudique, elle est très tenue, très raide. Donc finalement, on s'est approprié toute une dimension, une évolution historique qui nous a été imposée, tous ces interdits, etc. Donc tout ce pouvoir macro-social qui s'est exercé sur les corps, on l'a incorporé, on se l'est réapproprié et on l'a brandi comme quelque chose d'identitaire. Donc il y a une forme de résilience en fait, une forme de réappropriation de quelque chose qu'on a subi pour brandir une identité corse et se différencier. Le corse ne danse pas, le corse est pudique. Et d'ailleurs, au moment du Reacuist, la danse n'est pas réappropriée. Elle ne fait pas partie des langages qu'on considère comme un moyen de donner à vivre et avoir une identité corse. Voilà. Et pendant le Reacuist, il y a certains militants culturels qui disaient voilà, non, les Corses n'ont jamais dansé parce qu'ils ont toujours combattu. Donc il y a toujours cette image guerrière. Alors que finalement, c'est faux parce qu'il y a toujours des balles. Les Corses ont toujours dansé. Donc, vous voyez, on s'est réapproprié ce rapport au corps pour brandir une identité. Voilà, alors puisque je parle du Reacuist justement, eh bien, au niveau de la relation à la femme, le chant, justement, c'était plutôt l'affaire des hommes aussi au moment du Reacuist. Dans l'espace public, au bar, etc., à la padier, là, c'était plutôt les hommes. Il y a des groupes féminins qui ont réussi tout de même à exister et à exister en tant que femmes dans un mouvement national revendicatif pour l'identité corse. Je pense à Soledone, le groupe avec les deux Patrizia Gatacega, Patrizia Poli et la sœur de Patrizia Poli aussi, donc 3 femmes qui ont porté le mouvement du Reacuist très haut, mais aussi qui avaient une identité de femme très forte. Et il faut qu'il y ait de plus en plus d'ambassadrices aussi. Enfin, là, on parlait de la chanson corse tout à l'heure, de la place des femmes dans la société corse. Il y en a de plus en plus, malgré tout. C'est-à-dire, quand on prend par exemple le Reacuist, on ne peut pas dire que c'est un exemple de féminisme. Mais parce que la base est politique. Parce que l'axe, pour le coup, on est sur du militantisme politique pur et simple. Et on se sert de la création et des arts comme, je dirais, comme des tracts
pour véhiculer une idée, pour véhiculer l'idée du nationalisme et des idées du nationalisme. Et surtout, le réacquisme, c'est la réappropriation de notre culture. Et voilà. Donc il y a tout ça. Mais se réapproprier notre culture sans la regarder, sans la faire évoluer, pour moi, c'est une erreur. Pour moi, j'ai toujours dit, on n'est pas là pour... Si on va conserver qui culturellement, par exemple, il y a 60 ans, on était dans une société complètement machiste où la femme était reléguée à rien, presque une condition animale, par moment même. Je veux dire, si c'est conserver ça, moi, ça ne me convient pas. Si se dire que la vendette, c'est un phénomène culturel, franchement, ça ne me fait pas rêver, quoi. J'ai envie de rêver d'autre chose culturellement, encore plus aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, quoi. Donc, moi, j'ai toujours dit, ce qui est important dans notre culture, ce sont les valeurs qu'on a perdues aujourd'hui, malheureusement, même si à tout bout de champ, on crie que la solidarité est sauvegardée ici. Ça, moi, je ne la vois pas dans les quotidiens et je ne la vois pas dans les gestes de tout le monde aujourd'hui. Mais en tout cas, les valeurs de solidarité dans notre culture, elles sont importantes et il faut les remettre en avant. Il faut qu'on reconstruise, à mon avis, une société, en tout cas, qui s'articule autour au moins de cette valeur-là. Et après, le reste, ça suivra. Hein. Le réacquiste, c'est vrai qu'il s'est basé d'abord sur la question de l'identité, c'est-à-dire c'était se réapproprier la culture et la langue corse. Ok. Mais dans ce mouvement, comme c'était un mouvement quand même qui est malgré tout, on ne peut pas ignorer que les années 68 ont une incidence partout. Et cette question, quand même, il y avait aussi le tiers-mondisme, on n'était pas loin des périodes de décolonisation. Donc il y avait à la fois cette revendication de réappropriation de sa langue et de sa culture parce qu'elle avait été minorée, voire opprimée, mais que ça ne voulait pas dire qu'il y avait un rejet des autres cultures et qu'au contraire, il y avait une nécessité de rencontre et d'ouverture. Et on le voit bien parce qu'il y a eu tous les groupes, Alors c'est vrai que ce qui est le plus dynamique encore, c'est qu'il a toujours été, d'ailleurs de manière traditionnelle, ça a été la musique et le chant. Et si vous regardez tous les groupes corses qui se sont constitués, même ceux qui sont le plus enracinés dans la tradition musicale, regardez comme ils ont ouvert à d'autres influences musicales, qu'elles soient de Géorgie, de tous les pays du monde, avec certes quelquefois en repérant des convergences, mais pas forcément. Et donc je pense que cette revendication, cette réappropriation, elle était ouverte. Il y a eu un moment où ça s'est un peu plus refermé, quand il y a eu, au niveau politique, un certain durcissement, on va dire, où du coup, il y a eu un enfermement et même des périodes un peu obscures, où il y avait où l'extérieur, où l'autre était vraiment rejeté comme étant venant polluer la pureté régionale ou corse, enfin, et ça a été un moment assez court, mais il y a eu ce moment, on ne peut pas nier qu'il y a eu un moment un peu comme ça, que moi j'appelle effectivement très régressif, mais qui était combattu à l'intérieur même de la Corse, donc, et je crois qu'il y a quand même ce désir de rencontre et d'ouverture, et ce désir aussi, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est de dire on est en 2021, donc il faut innover en matière d'art et de culture. On est dans le monde maintenant. Certes, on est une île, mais il y a le monde et comment on s'empare finalement de tout ce qui nous entoure, y compris la question de l'écologie, ou enfin j'en sais rien, mais et donc c'est vrai que pendant la pandémie, vous l'avez dit, il y a eu des innovations, mais qui ont été surtout liées à la diffusion par vidéo, qui étaient intéressantes, mais qui permettaient de garder un lien avec le public. Mais il y a eu aussi, ce que je crois plus intéressant dans ce moment de la pandémie, il y a eu un renouveau des solidarités, en fait. La solidarité entre les voisins, entre les gens, et quelque chose de l'ordre de la nécessité de la relation humaine et solidaire au plan local, c'est un peu réactualisé, parce qu'on s'était un peu perdu dans l'individualisme auquel on nous conduit. Et donc, je trouve que ça, c'était vraiment bien. Donc, pendant le mouvement du réacquiste, ce qui prédominait, c'était de pouvoir être dans une dynamique identitaire pour brandir et se réapproprier une identité corse qui, dans une situation d'acculturation et de minoration
de l'identité corse, puisqu'on était dans le cadre d'un État français qui était assimilationniste. Dans ce cas-là, il y a eu une volonté de ne pas perdre ce qui était de l'ordre de l'identité corse. Et du coup, c'est ce qui a été le plus prégnant au-delà des luttes en faveur de la liberté de la femme, etc. Parce que finalement, le Riacuiche, tous les années 70, il arrive dans le sillage de mai 68, la libération des mœurs, etc., qui aussi porte ce courant de libération des femmes aussi. Et donc, les années 70 du Riacuiche sont mues aussi par tout un revival européen qui va au-delà de la Corse. Et pour autant, on voit que ce qui prime avant tout, c'est cette dimension identité corse, de faire valoir cette identité corse. C'est-à-dire que la libération, nous, elle se joue à cet endroit-là, plus qu'à la libération de la femme et du genre. Pourquoi ? Parce que même la femme qui voulait revendiquer, qui était dans un courant féministe, et qui était dans cette dimension de revendiquer une nation corse, elle faisait primer d'abord cette volonté d'être reconnue au niveau identitaire de groupe, donc de la communauté corse, voire pour ceux qui voulaient revendiquer une nation corse, avant son identité de femme. Donc pour dire plus simplement, l'identité territoriale du groupe, de la communauté, de la nation corse, primait sur l'identité de genre, sur l'identité d'homme ou femme. Voilà. Et c'est la même chose aussi, en Corse, ça fonctionne aussi pas mal comme ça. Quand on vous demande, vous arrivez au village, dis quoi, allez-y. C'est, voilà, qui est ton père, qui est ta mère. C'est pas, tu es une femme, tu fais quoi dans la vie. Avant tout, nous, on est construit par le lien communautaire, par la famille. Et après, il y a l'identité de genre. Après, il y a l'identité professionnelle. En tout cas, traditionnellement, c'est comme ça. Et du coup, c'est certain que peut-être que certaines luttes féministes, etc., sont passées après parce qu'il y avait d'abord le fait qu'au niveau institué, on n'était pas reconnu. Voilà. Ça peut s'expliquer d'un point de vue anthropologique comme ça. Le Riacuiche, tout en quelques mots. Il s'agit de la période des années 1970, après des années de répression de la culture corse par les Français, qui montre la détermination des Corses à se réapproprier leur culture et leur langue. Après l'interdiction de parler corse sur l'île, les Corses défient l'État français par le chant, en Corse, en prônant par la langue insulaire des valeurs essentielles du peuple. Et il s'agit également d'une période phare pour le FLNC. Et dans les années 80, donc pour poursuivre toujours mon fil d'un rapport au corps et à la danse, la danse, parce qu'il y a ce sillage du Riacuiche, parce que aussi il y a toute une politique étatique de Jacques Lang qui aussi donne la priorité au développement culturel. Eh bien, il y a un bouillonnement qui s'exerce aussi pour la danse, et à ce moment-là, on se met à danser, et notamment le quadrille. Le quadrille qui est brandi comme la danse identitaire corse et qui en réalité est une danse traversière, donc une danse qui a traversé les continents et qui arrive en Corse au 19e siècle. Donc c'est pas la danse, parce que quand on demande aux gens, c'est la danse, elle a une dimension ancestrale, on lui confère une forme d'authenticité par le fait qu'elle serait vraiment très 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 ancienne. Non, le quadrille, c'est une danse qui arrive du 19e siècle, qui nous serait d'ailleurs arrivée par les Italiens et par les Français, qui eux-mêmes ont été au contact des Irlandais notamment, et qui s'est perdue ensuite, et qui a été réappropriée dans les années 80 par une des figures du Riacuiche, notamment, qui est Minigal, qui lui a voulu aussi remettre au goût du jour cette pratique en tant que danse identitaire corse. Mais ça, c'est un processus qui a choisi cette danse parmi d'autres. Ça aurait pu être d'autres pratiques dansées. Bon, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est une danse qui a été recréée à partir de 4 reliquats, donc qui est complètement recréée à partir d'emprunts à d'autres danses qui viennent d'Irlande notamment, et qui est finalement une danse contemporaine, brandie au titre de danse traditionnelle, identitaire corse. Bon, après, bien entendu, l'aspect traditionnel, la tradition, c'est toujours quelque chose qui se crée et se recrée, donc pourquoi pas aussi. Mais en tout cas, il n'y a pas cette dimension
aussi pure, telle qu'elle et ancestrale. Et la danse quadrille, c'est une danse de couple qui, à un moment donné, quand elle était dansée à la cour, donc avant d'arriver en Corse, faisait scandale parce que justement, elle échangeait les partenaires. Elle a été peut-être une forme de libération, enfin, on ne va pas parler de libération des mœurs parce qu'on n'était pas là à cette époque-là. Ça serait anachronique de parler de cette façon-là, mais en attendant, elle était très à la mode. Elle faisait scandale parce qu'elle permettait d'échanger les partenaires, donc c'était une danse très séductive. Et donc la relation homme-femme sont trouvées changées. Et notamment dans les bals en Corse, ces danses-là permettaient aussi de rencontrer, donc d'avoir des relations sexuées dans un cadre qui était permis. Donc la danse permettait la rencontre de l'autre et les bals populaires étaient beaucoup pratiqués en Corse. Alors bien sûr avec des danses qu'on dit traversières, donc avec des danses importées, mais c'était la danse était pratiquée par tous. Donc que de dire que le Corse n'a jamais dansé, qu'il a toujours combattu au moment du Riacuiste, c'est vraiment une image, mais ça ne correspond pas forcément à la réalité d'un terrain tel qu'il était réellement vécu. Voilà, donc les Corses non-danseurs, pas tant que ça. Par exemple, vous prenez le monde artistique et culturel, il y avait au départ tous les groupes musicaux, c'était des hommes qui se présentaient de manière très virile sur la scène, avec les bras croisés, habillés tout en noir, avec un côté très viriliste comme ça. Il y a eu timidement l'apparition des Due Patriz avec Patricia Paul et Patricia Gataceg, mais c'était très marginal. C'était les hommes, la polyphonie, la musique. Bon, petit à petit, on s'aperçoit que de plus en plus d'artistes femmes prennent la parole aussi. Il y en a beaucoup. Il y a eu même à un moment donné, à l'initiative certes d'un homme, mais c'était intéressant, Doni Zoulane, qui était finalement un groupe de femmes qui faisait de la polyphonie. Alors qu'on considérait que la polyphonie, c'était les hommes. Les femmes, c'était le vote chez Rouen, pour se lamenter sur les morts. Donc le côté tradition, famille, enterrement, naissance, baptême. Mais petit à petit, on voit bien et c'est formidable ça, de voir toutes ces femmes qui sont artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, plasticiennes, enfin tous ces domaines sont très investis, le cinéma aussi, donc voilà, ça c'est très très bien. Et ces femmes qui sont chanteuses ou musiciennes, elles sont reconnues, je pense, tout à fait par l'ensemble de la société corse, puisqu'on parle de la Corse. Je ne crois pas que là, il y ait aujourd'hui cette espèce d'a priori qu'il y avait dans les années 70-80. Donc du coup, on a construit cet rapport au corps très raide, pudique, et surtout chez les hommes, puisqu'on hérite aussi d'une société méditerranéenne très patriarcale, où l'image de l'homme doit être virile et contrôlée. Et d'ailleurs, il y a toute une difficulté des hommes à danser, par exemple, à affirmer, voilà, je danse, parce que la danse est assimilée à la féminité, à ce qui est une sensualité très exacerbée. Et donc, du coup, ça peut mettre à mal une image virile. Donc, pour la femme, voilà, c'était aussi pas forcément considéré de danser jusqu'au, finalement, milieu du XXe siècle, voire même au-delà, pendant le XXe siècle. Maintenant, on va dire que l'image a changé parce qu'il y a des shows télévisés, il y a tout le rapport aussi à soi, à l'autre et au milieu d'existence change aussi parce qu'il y a de nouvelles mobilités, il y a des changements numériques. Donc on a un rapport aussi à l'image, que ce soit de l'homme et de la femme, qui change. Mais en attendant, jusqu'au même fin du XXe siècle, le rapport à la femme qui danse était peut-être pas forcément aussi positif que ça, parce qu'elle était considérée comme trop lascive, trop sensuelle, trop légère, trop libérée. Et du coup, c'était pas forcément des pratiques qui étaient reconnues à un haut niveau socialement, même si après, on reconnaissait l'élite des danseurs comme la danseuse étoile. Il s'agit d'impératifs de genre oppressants qui dictent les comportements des hommes et des femmes. La Corse n'est bien sûr pas épargnée et souffre même des dictats méditerranéens beaucoup plus marqués. À travers l'analyse et la remise en question,
on peut peu à peu, ensemble, déconstruire ces impératifs de genre. Alors, il est certain qu'aujourd'hui, en Corse, bon, on est toujours sur ce rapport au corps pudique, c'est-à-dire normé finalement par le regard social et par le pouvoir. Ce qu'on appellerait un habitus, c'est-à-dire c'est tellement ancré dans les habitudes que finalement ça paraît naturel. Alors que c'est totalement construit par des forces macro, méso et micro-sociales, du coup incorporées en tout cas par le micro-social et le méso-social. Et donc aujourd'hui, on dira qu'au XXIe siècle, eh bien, il y a de nouvelles mobilités, il y a des changements des liens sociaux, il y a un nouveau rapport au milieu, puisque on a aussi le numérique, etc., qui change aussi notre rapport à l'espace en général. Et du coup, ça influe aussi sur notre perception et notre vécu du corps. Et ça change nos identités et nos rapports au corps, qu'on soit homme ou femme. Et donc, ça fait qu'en Corse, eh bien, coexiste un corps pudique avec un corps qui est plus relâché, plus vif, plus remuant. Et d'ailleurs, ces deux types de corps peuvent se retrouver chez la même personne. Il s'agit du dualisme interne. En philosophie, le dualisme signifie qu'il existe deux réalités de nature indépendante et antagoniste qui vivent au sein d'un même esprit. Ici, il s'agit des vestiges d'une tradition culturelle et de nouveaux codes transmis par la mondialisation. Le dualisme qu'oppose un corps statique et un corps en mouvement peut amener le sujet à une incertitude comportementale et psychologique. Voilà, alors ensuite, il y a aussi en Corse quelque chose qui est assez intéressant, c'est que voilà, il y a une coexistence, comme je disais, entre corps pudique et corps relâché. Et du coup, par exemple, une autre observation que j'avais faite, c'est que lors d'une animation chantée, eh bien, la même personne, lorsqu'elle faisait une prestation qui était consacrée au chant corse, là, elle avait un maintien qui était très posé, très contenu, très grave. Comme souvent les chanteurs corses d'ailleurs, hein, ils ont les mains dans les poches avec leur chemise en noir et leur jean. Voilà, c'est très, c'est pas du tout dans la fantaisie. Et donc la même personne dans la seconde partie de son animation chantée, elle allait vers donc ce qu'on appelle de la variété cosmopolite, anglais, français, etc. Là, sa corporéité avait changé. Donc on pouvait observer qu'elle avait un corps qui était plus souple, plus fluctuant, il se déhanchait, il suivait le rythme de la musique, il se déplaçait. Donc vous voyez que la même personne, elle adopte un rapport au corps différent selon la posture qu'elle incarne et le langage qu'elle adopte. Donc chanson en corse, chanson en anglais par exemple, ça amène autre chose. Pourquoi ? Parce que du coup, il y a tout ce courant post-moderne qui amène aussi d'autres influences et qui nous amène d'autres rapports à l'autre, au corps, à la gestuelle, donc ça vient d'ailleurs, et ça aussi, ça s'inscrit dans nos corps. Pour autant, on a aussi hérité de tout un habitus qui est plus contenu, et du coup, dans la même personne, il y a ce paradoxe qui s'inscrit corporellement, mais certainement aussi, d'un point de vue psychologique aussi, il y a une dualité qui se fait, et peut-être que aujourd'hui, on est passé donc par un corps pudique, maîtrisé, ça a été imposé. Cette chose-là, elle a été réappropriée par la société pour brandir une identité. Et peut-être qu'aujourd'hui, vu qu'on voit qu'il y a d'autres formes artistiques, des formes artistiques qui naissent et qui sont des nouvelles voies collectives aussi pour brandir une identité corse, eh bien peut-être qu'on va aussi aller vers un autre ethnotype, une autre habitus aussi qui ira vers un corps débridé. Alors on aura peut-être le corps corse débridé qui dansera partout et peut-être qui fera la fête en dansant, et voilà. Et du coup ça amènera aussi pas quelque chose de trop subversif, mais quelque chose d'assumé et de décomplexé, puisque souvent c'est ça aussi il y a une retenue qui ne fait pas forcément du bien au psychologique. Donc
Peut-être que maintenant, vu ces nouvelles voies qu'on peut observer, et qui notamment artistiques, il y a une manière de s'exprimer qui passe par l'art, eh bien, qui permettra justement de faire évoluer vers un corps qui est plus décomplexé. Un ethnotype est le fruit de la mémoire collective. Il vacille entre trouble et réalité. C'est un concept qui est utilisé en sociologie et en anthropologie. Nous venons dans cette première partie de voir plusieurs activités culturelles comme la danse et le chant. Nous avons parlé histoire, tradition et politique, notamment à travers l'époque du Réacuishtu. Voyons à présent les stéréotypes d'aujourd'hui avant de parler avenir. Après, au quotidien, en tant que producteur audiovisuel, par contre, j'ai produit le film de Lavigny, qui est un film engagé sur la condition de la femme en Corse, notamment à travers toutes les générations. Et là, en tant que producteur aussi, j'ai pu voir aussi des choses sur les comportements des hommes qui travaillent avec une femme, par exemple. J'ai produit un film qui a été diffusé en 2019 qui s'appelle La vie ou la pluie, qui est produit par Omnicube Film et qui est réalisé par Lavigny Bofi, qui est une réalisatrice qui a réalisé un certain nombre de documentaires et qui de temps en temps se plonge dans des projets de fiction. Lavigny est très investie sur le sujet, puisque c'est un sujet qu'elle maîtrise elle-même, puisqu'elle part souvent de problématiques et des choses dont elle peut parler, je pense qu'elle est légitime, en tout cas elle a la place pour le faire. Et lorsqu'on a tourné donc, le film La vie ou la pluie, ça n'a pas été simple, c'est un tournage qui a été très difficile. Déjà parce qu'on avait peu de moyens financiers, mais surtout aussi on a vu le comportement chez certains techniciens qui se disaient pour le coup très ouverts et qui se disent très ouverts sur la question des droits de la femme, changer du tout au tout au quotidien, parce que là pour le coup être dirigé par une femme, ça devenait un peu compliqué, quoi. Et c'était des personnes extérieures au tournage ? Non, c'est sur le tournage même, c'est dans l'équipe même, voilà. Et de quel genre étaient ces comportements ? C'est pas des comportements frontaux, c'est des comportements de changement de comportement, pour le coup, où tout devenait problématique, où les problèmes se concentraient finalement sur les faiblesses de la production, puisqu'on n'avait pas beaucoup de moyens, ou sur les doutes de la réalisatrice, par exemple. Alors tout le monde sait qu'un réalisateur ou une réalisatrice sur un tournage est tout le temps empli de doutes. Il y a tout le temps des questions qui se posent sur un tournage. Donc, on va moins le reprocher à un homme. Par contre, à une femme, c'est plus facilement reprochable. On a même eu quelqu'un qui a quitté le tournage en disant que la réalisatrice ne savait pas où elle allait. Quand on voit le film, je pense que c'est une appréciation qui est complètement à côté de la plaque, mais après nous, en tout cas, qu'on a senti, qu'on a analysé comme une histoire d'ego d'homme qui avait du mal à être dirigé par une femme. Voilà. Et encore une fois, venant de gens qui prétendent le contraire. Donc, mais bon, moi, comme j'ai toujours dit, entre ce qu'on me raconte et ce que je vois et ce qui est fait, je m'attache toujours aux actes. Voilà. Donc, ça nous a permis, en tout cas, de voir qui était bien et qui n'était pas forcément si bien. En tout cas, qui le prétendait. Voilà. Nous, on veut pas travailler avec des surfaces, avec des façades, avec des gens qui sont complètement en représentation, qui affichent des choses de façade et puis qui, concrètement, dans les faits, ne les appliquent pas. Voilà. Et comme on est très sensible et qu'on les voit assez rapidement, du coup, voilà. Alors après, en Corse, par exemple, je suis la première présidente du CESEC. Ça a été... Je l'ai revendiqué comme un acte symbolique fort, parce que c'est quand même le monde politique, même s'il y a eu la parité et qu'il y a beaucoup de femmes maintenant dans les différentes instances politiques, très souvent la parole est en général prise par les hommes de manière quand même globale. Il faut reconnaître qu'au niveau de l'exécutif de la collectivité, il y a beaucoup de femmes et qu'elles ont su chacune trouver leur espace. Et justement, il y a Loda Giudicelli qui a travaillé sur la question égalité homme-femme et qui a fait un projet qui est très intéressant, qui est évidemment sur le registre de l'égalité de traitement dans l'emploi et dans la société. Donc c'est salaire égal, représentation paritaire, etc. Mais c'est déjà un progrès, parce que par exemple au niveau du CESEC, là on a fait fort, parce que du coup, non seulement je suis présidente, mais au sein du bureau du CESEC, il y a plus de femmes que d'hommes, ce qui est donc... et quand on m'a dit à quelques reprises, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas la parité ? J'ai dit, quand vous voyez une assemblée où il n'y a que des hommes, vous ne dites pas forcément ça. Donc là, vous dites ça parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, et vous dites, ah, mais comment ça se fait ? Donc on voit bien que là aussi, encore dans l'appréciation des choses, si on n'a pas poussé le bouchon jusqu'à n'avoir que des femmes dans le bureau, mais quand même...
Et c'est vrai que ça a été souligné comme le style bon, et qu'on a encore évidemment, et ça, avec une grande bonne volonté, malgré eux, les hommes qui sont fort sympathiques au demeurant, qui composent le CESEC, ils ont quelquefois des remarques extrêmement sexistes encore. C'est assez marrant de voir les traces quand ils disent par exemple: ah non, mais tu as demandé la parole au titre de la galanterie, je te la laisse avant moi. Enfin, des choses qui sont et qui leur paraissent. Et quand je leur dis: mais arrêtez avec vos remarques finalement sexistes, ils comprennent pas. En réalité, ils ont l'impression d'être encore dans une perspective de respect. Parce que, en plus, alors en Corse, là aussi, ça a été. Nous, on avait fait dans d'autres femmes, on avait fait un mouvement qui s'appelait Doni Corsi, qui était donc un mouvement féministe corse. Et après, on a fait le manifeste des femmes pour la vie avant l'assassinat du préfet, mais voilà, donc qui étaient des mouvements de femmes. Et on s'est heurté au moment de Doni Corsi, il y a évidemment un grand mythe local qui était de dire: mais enfin, en Corse, c'est le matriarcat, c'est les femmes qui commandent, regardez, c'est elles qui décident tout. Bon. Alors, après, on vous rétorque aussi: ah, mais Pascal Paul, il a donné le vote aux femmes, ce qui est faux, c'est-à-dire qu'il a donné le vote quand tous les hommes étaient morts de la famille. Donc, effectivement, ce n'était pas un vote de femmes, il y avait un représentant par foyer, en fait. Et si effectivement tous les hommes du foyer étaient morts, on disait: bon, c'est la femme par, par défaut qui vote. Donc cette reconnaissance dans l'espace public, elle était très relative. Et puis après, il y a eu aussi donc, ces mythes du matriarcat, du pouvoir des femmes en Corse, et aussi cette espèce de mythologie aussi où la femme appelle à la vengeance. Hein, c'est-à-dire c'est elle qui incite les hommes à la vendette, qui arment leurs bras pour aller venger leur fils ou leur frère. Enfin, Comme nous l'avons dit plus tôt, le chemin vers la déconstruction genrée est long. Nous sommes dans une société patriarcale où des comportements sexistes sont anciens, sont ancrés dans une culture de domination par la force et le pouvoir. Cette société est en train de changer. Il faut du temps, de la détermination et surtout une déconstruction des genres et des valeurs genrées au profit d'épanouissement, de respect et d'inclusivité. Oui, il y a une sorte de stéréotype de la femme corse qui s'apparente à celle du berger corse et du chanteur corse. C'est que des topoïs de ce que nous voulons être, de ce que nous croyons être ou voudrions être. Après, je crois qu'on a cassé ces codes-là quand même depuis pas mal de temps. Et il y a une frange de la population qui sûrement adore ces codes et ne veut pas s'en départir. Mais personnellement, je mets des jeans, je me suis libérée de tout poids social. J'ai plus de 30 ans, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant et ça me dérange pas du tout et je me sens pas, vieille fille ou en marge de ma société. Enfin, je me sens très loin de cette époque où on dit que la femme était certes le pilier de la famille, mais en même temps, au service des uns, des autres, de la vie à la mort, enfin, c'était un peu un sacerdoce permanent. J'ai l'impression que maintenant, on s'est quand même super bien émancipé et que c'est pas qu'on est devenu des working girls forcément. Il y a des femmes qui sont quand même bergères et c'est extraordinaire. Il y a des femmes qui sont caissières, il y a des femmes qui sont journalistes, il y a des femmes qui sont femmes politiques. En tout cas, j'ai l'impression quand même qu'une femme qui naît aujourd'hui en Corse, bon, sauf exception, on sait aussi le cas des violences et de certaines pressions familiales, mais je pense qu'une femme corse naît avant tout femme libre. Je pense pas qu'il y ait. Moi, je me sens pas du tout oppressée. Je me sens plus oppressée, pas de côté de mon genre, c'est le côté de mon métier. C'est-à-dire que la société peut avoir du mal à vivre une femme, qui, est libre parce qu'elle chante et que enfin, c'est un peu la cigale, la chanteuse, quand même. La chanteuse, elle a pas de métier fixe. Ouais, j'ai déjà eu des réflexions, mais pas forcément d'insulaires, hein, même de continentaux ou d'amis d'ailleurs, qui me disent: «Bon, mais il serait temps quand même» enfin, moi, désolée, mais j'ai un vrai métier ou des choses comme ça. Donc, plus que la position de la femme, moi aujourd'hui, une position que je trouve un peu délicate à défendre, c'est celle de l'artiste où je me suis jamais dit que j'étais artiste, mais en tout cas de la créateur, de la créatrice. En fait, le créateur, c'est quand même un saltimbanque, qu'on le veuille ou non et il a pas un régime fixe, il vit
d'une intermittence qui est plus que jamais en danger. Il ne sait pas de quoi demain sera fait. Jusqu'à hier, là, on ne savait pas ce qu'on ferait de l'intermittence en août. Donc, autant en septembre, j'ai 0 € qui tombe chaque mois. Enfin, je veux dire, c'est totalement fou. On est une frange de la population à être des sortes de suicidaires économiques permanents. C'est-à-dire, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais c'est mon métier. Mon métier, c'est d'être parieur sur l'avenir. Et en fait, ça, c'est quand même très dur à encaisser dans une société où on nous dit attention, il faut épargner, attention, il faut construire la maison, attention, il faut la grande télé, la grande voiture, la petite maison, le truc, la chose. Et en fait, ça, pour moi, c'est plus dur ça à défendre comme trait de personnalité que femme. Femme, moi, je me sens super à l'aise en tant que femme en Corse. Au contraire, je trouve qu'en Corse, on nous respecte beaucoup quand même. Marie-Jeanne, y a-t-il une éducation dans la considération culturelle des politiques ? C'est-à-dire que oui, il y a eu de même, il y a eu une grosse évolution parce que vous avez il y a eu une forte professionnalisation du monde artistique et culturel en Corse. C'est-à-dire qu'au départ, dans les années 70, il y a beaucoup d'amateurs, il y a une espèce d'effervescence comme ça, une ébullition. Et puis petit à petit, les gens se professionnalisent, deviennent... Donc oui, le regard a changé parce que vous avez beaucoup plus une considération pour des artistes qui ont leur projet propre, leur langage. Vous parlez de Pierre Gambini qui, lui, travaille sur l'électro. Donc il y a un peu toutes les formes artistiques qui sont aujourd'hui représentées, plus ou moins. Hein, on ne peut pas dire que... Mais en tout cas, il y a eu une diversification qui s'est faite dans le domaine artistique et culturel. Il y a eu beaucoup de projets et il y a énormément d'initiatives aujourd'hui de jeunes, et ça, je crois que c'est extrêmement rassurant et enthousiasmant de voir qu'il y a une relève. Et cette relève, elle n'est pas nécessairement là où on l'attend, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là aussi, les choses bougent beaucoup. Et c'est vrai qu'avec avec la mondialisation, la globalisation qui a des effets très pervers, certes, mais qui en a d'autres qui sont positifs, il y a quand même une possibilité à travers Internet, mais aussi YouTube et tout ce que vous voulez comme réseau, la possibilité de rencontrer d'autres formes, d'autres cultures, et donc il y a une forme d'ouverture. Je trouve qu'il y a une ouverture qui existait toujours, mais qui là prend une dimension un peu différente et qui produit des choses un peu inattendues ici comme ailleurs. Et ça, je trouve que c'est bien. Après, le danger, évidemment, c'est une forme de normalisation. Parce qu'il y a, et c'est d'ailleurs pourquoi on voit qu'il y a aussi ces réactions de repli sur soi et de défense identitaire stricto sensu, si je peux dire, et qui sont, à mon sens, extrêmement dangereuses. Mais parce qu'il y a cette impression, en tout cas, de danger, en particulier avec l'usage qui a été renforcé par la crise sanitaire, l'usage des images, et donc il y a une forme de normalisation des pratiques et des pensées. Mais moi, je suis plutôt d'un caractère optimiste et je me dis qu'en même temps, il y a toujours des chemins de traverse qui sont pris par les artistes ou les acteurs culturels et qui arrivent à créer du lien et à produire du contemporain, parce que la culture corse, elle est en évolution comme tout. Hein. Il y a pas, il faut pas être passéiste. Hein, le village, la langue et même tout ça, ça existe et ça fait partie de nous, mais c'est en constante évolution, en dynamisme, en métamorphose. Une culture, c'est comme l'identité, hein, c'est pas figé, ça n'existe pas comme ça. Comme quelque chose qu'on irait récupérer. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir ce mouvement. Et bon, après c'est vrai que il y a des périodes comme ça, un peu de transition. Je vous dis où on est quand on est déjà dans une expérience longue comme la mienne, où on est un peu inquiet de voir, comme je vous le disais, cette histoire de quand même de normalisation des pratiques à travers la dominante, on va dire, on va dire ça, vision un peu à l'américaine, un peu capitaliste, un peu libérale, enfin voilà, toute cette dimension-là, ces valeurs-là qui sont
quand même très diffusée, et donc avec en plus une prégnance des réseaux sociaux qui, à mon avis, n'est pas toujours bénéfique, hein, avec le fait que c'est quand même le lieu de l'opinion, un domaine où finalement tout le monde dit ce qui lui passe par la tête, en considérant que sa parole vaut celle de quelqu'un qui est informé. Bon, donc c'est quand même, ça pose question tout ça, et je pense que il faut vraiment qu'il y ait une éducation à tout ça et qu'on puisse avoir un esprit critique, et je pense que la culture, c'est quand même le domaine qui forge l'esprit critique de chacun, et un esprit critique et une capacité à utiliser ces nouveaux outils de manière, on va dire, intelligente, et en tout cas constructive. Et est-ce que tu sais si ces comportements sont généralisés dans le reste de la France, Pierre ? Non, on s'y intéresse par contre. On sait, nous, enfin en tout cas, c'est des sujets sur lesquels on s'y intéressait avec Lavigny. Mais c'est des sujets sur lesquels on s'est intéressé. J'ai plus les chiffres en tête, mais il y a des chiffres qui sont assez révélateurs, hein. Il y a beaucoup moins de réalisatrices femmes qu'hommes, c'est sûr, c'est évident. Mais dans le théâtre, c'est encore plus flagrant. Le théâtre, c'est un milieu très masculin. Il n'y a pas d'autrice ou de metteur en scène femmes. Il y en a très très peu. Très très peu. Donc ça, c'est contexte, comment dire, c'est les conséquences d'un contexte, vraiment, où il y a une culture, je pense, vraiment qui est machiste, hein. Enfin, il ne faut pas se cacher des mots, hein, voilà, tout simplement. Après, on travaille aussi dans un domaine où on travaille avec des choses artistiques. Je veux dire, demain, il ne faut pas se forcer non plus, je dirais, à attribuer une place forcément à une femme dans un projet qui ne nécessite pas qu'il soit porté par une femme, par exemple. Voilà. Mais c'est la légitimité qui est importante. Voilà. C'est-à-dire que moi, demain, un réalisateur de documentaire qui s'empare de la cause féminine, mon premier réflexe, c'est de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une femme qui est en train de vivre cette situation et qui a envie de parler de ce sujet? Parce que je pense qu'elle sera beaucoup plus légitime que lui. Mais par exemple, je travaille, et là en ce moment on travaille sur l'émission Librairie, hein, qui est portée par un écrivain, qui s'est entouré de 2 acolytes qui sont 2 hommes, donc il y a 3 mecs sur le plateau. Voilà. Pourquoi? Parce que, tout simplement parce que ils font partie d'un même collectif, et l'affinité artistique est telle que la question ne s'est pas posée. Je ne vais pas leur imposer à un moment donné de dire « Oh, on va essayer de rétablir la chose avec une femme ». Non. Il y a des écrivains femmes qui sont programmés. On aimerait en avoir plus. Malheureusement, sur le territoire, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'aimerais arriver même à la parité, mais on a du mal à obtenir cette parité. C'est compliqué parce que finalement, on se rend compte qu'il n'y en a pas, il y en a très peu. Et il y a beaucoup plus d'écrivains hommes que femmes ici sur le territoire, même je pense que même au niveau national, à mon avis, peut-être ça se rééquilibre un peu plus. Voilà. Mais en tout cas, sur la région, c'est évident. Nous, sur une saison 3, on commence à être vraiment embêtés. C'est-à-dire que sur la saison 2, déjà, on est à une femme. Alors que sur la saison 1, on était à 2 femmes. Ah ben moi, je pense que de toute façon, alors là, après c'est une vision extrêmement partisane, hein. Parce que moi, la culture, je sais bien que c'est pas suffisant. L'art et la culture ne sont pas suffisants pour que des choses évoluent forcément dans le bon sens, mais en tout cas, ils sont essentiels. S'il n'y a pas, justement, dans le domaine de l'art et de la culture, cette ouverture vers des questions à la fois sociétales, mais aussi de comportement, de nouveaux chemins à prendre, si ce n'est pas la culture qui propose, je dirais pas des nouveaux modèles, parce que j'aime pas trop le terme de modèle, mais des nouveaux chemins, et en particulier sur sa question du genre, s'il n'y a pas ça, ben évidemment, ça va être encore plus long. Et ça, c'est un des moteurs qui fait... alors évidemment, c'est pas suffisant, hein, on le sait très bien, c'est pas ça qui va faire changer complètement le système économique dans lequel on se trouve, et qui promeut surtout des valeurs de concurrence et de rentabilité, et pas tellement d'égalité. Hein, on voit bien que le système dans lequel on est, c'est quand même... et même évidemment par rapport à l'écologie, n'en parlons pas, mais je pense que la culture et l'art en particulier, ce sont des domaines qui favorisent, et qui, à la fois la cohésion sociale, mais aussi l'émancipation individuelle et collective. Et que c'est là que les choses... on le voit bien d'ailleurs, vous avez vu, il y a beaucoup, pas trop ici, mais des productions sur ces questions-là. Sur ces questions... et voilà, il y a des artistes qui se revendiquent ou comme non-binaires ou comme transgenres, et qui produisent des choses. Et que c'est aussi
comme on disait, une capacité à envisager le monde d'une manière un peu décalée, différente, et voilà. Et je pense que c'est très important, bien sûr. Il y a un travail personnel à faire, bien sûr. Mais encore une fois, et moi je suis un partisan d'un déploiement massif et total d'une culture qui occuperait le territoire à tous les niveaux, que ce soit au scolaire, que ce soit dans le monde de l'entreprise, qu'on ait à un moment donné un accès à l'art, puisque l'art permet quoi? De comprendre de manière différente un même phénomène. C'est-à-dire que tu vas en faire ton interprétation, je vais en faire mon interprétation. On va voir la même œuvre, mais on va voir des choses différentes dedans. Et c'est ce qui permet à un moment donné de créer du débat, où des fois on ne va pas être d'accord. Et quand il y a débat, il y a réflexion derrière. Et quand on réfléchit à un sujet, on est en train d'abattre un mur, qu'on le veuille ou non. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on a après. Mais ça veut dire qu'on ne fait pas l'effort, ou ça veut dire peut-être qu'on n'est pas en capacité de le faire aussi. Voilà. Voilà. Je trouve très, très, je trouve que c'est une terre de création, mais c'est-à-dire que on n'a pas de volcan, mais on a vraiment cette éruption permanente de nouvelles chansons, de nouveaux livres, de nouveaux polars. Enfin, peut-être que c'est pareil dans le Périgord, mais des fois, j'ai le sentiment que par rapport à la densité au kilomètre carré de créateurs et d'envie de créer, j'ai l'impression qu'elle est plus forte ici. Voilà, après, on est peu sur un territoire relativement large, donc peut-être que ça y fait, mais je trouve quand même que c'est une terre qui nous amène vite à avoir besoin de transcrire ce qu'on a dans les tripes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. En fait, tous les jours, on reçoit, je trouve, beaucoup d'émotions par le paysage, par les histoires qu'on nous raconte, par les histoires de famille, par l'actualité. Enfin, on vit dans un film permanent. C'est très cinématographique comme territoire. On vit des drames, on vit des bonheurs, mais tout avec une force de tragédie grecque un peu. Donc, des élections en passant par les enterrements, tout a une vraie intensité ici. Et même quand il n'y en a pas, on cherche à en mettre pour que que ça existe vraiment. Je trouve qu'on est aussi des gens très entiers et très extrémistes dans tout ce qu'on fait. Donc, je me dis, c'est peut-être ça qui fait que la culture est bouillonnante, parce que à un moment, de trop d'émotions, trop d'envie, trop de fierté, à un moment, il doit s'évacuer quelque part. Et bon, il y a la violence, elle est là, ça c'est sûr. Et de l'autre côté, pour moi, il y a l'art. Et du coup, on est très, 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 très présent en matière d'expression artistique. Et ça, je trouve que c'est une chance. On a cette violence et c'est pas toujours une bonne chose. Mais quand elle est, je dirais, totalement anarchique et qu'elle amène à une sorte de chaos. Mais ce contrepoids qu'on a de création et d'envie de créer, de proposer des choses aux gens pour les faire s'évader, rêver, partager, ça, je trouve que c'est vraiment une arme qu'on a ici. On règle des problèmes culturels avec des armes culturelles. On les règle pas on les règle pas en frappant sur les doigts des gens. Hein. C'est l'enjeu de l'éducation et de la culture. Alors, il me semble vraiment que la dimension artistique pour l'identité corse est à prendre en compte et que peut-être elle n'a pas été suffisamment prise en compte. L'art, c'est pas seulement l'art pour l'art, c'est aussi l'art qui fait bouger les lignes, qui rend qui normalise parfois les choses marginales. C'est souvent l'art qui décloisonne les choses. Et l'art peut servir aussi une idéologie dans le bien comme dans le mal. Hein. Au moment du nazisme, l'art n'a pas forcément servi les choses dans le bon sens. Mais à un moment donné, l'art aussi peut se faire le fer de lance d'une identité. Et je pense qu'en Corse, on a encore beaucoup à faire avec l'art pour servir une identité et puis aussi pour servir à un vivre ensemble, un bon vivre sur un territoire. Tout simplement aussi, au-delà de faire vivre une identité corse. Hein. Ça permet d'aller au-delà de la déshérence, ça permet de faire exprimer des imaginaires, ça permet une harmonie de vie, ça permet aussi d'esthétiser la vie, chose qui est pas mal. On préfère toujours le beau que le moins beau, même si le beau ou le pas beau, ça correspond à des valeurs, hein, voilà, c'est subjectif à une société. Mais en attendant, on préfère toujours esthétiser les choses. Et l'art, justement, permet de
de ne pas sombrer dans des travers aussi, parce qu'on n'a pas de repères, parce que l'alcool, la drogue, voilà, il vaut mieux être dans l'artistique que dans toutes ces choses-là, quoi. Je pense vraiment que l'art correspond aussi à une manière de symboliser le monde, quoi, et positive de symboliser le monde, et donc peut amène un bienfait, un bien-être pour la société en général, et pourquoi pas pour la société corse, quoi. On ne doit pas se priver de cette dimension-là. Hein. Et on devrait justement apprendre dès le plus jeune âge, c'est pour quelle raison, par exemple, on te raconte une histoire, pour quelle raison celui qui a écrit l'histoire, il est en train de mettre ça et ça en face. Pourquoi il fait ça? Quand tu commences à te poser cette question, tu vas voir que les problèmes de racisme, de féminisme, d'homophobie, lorsqu'on est derrière des œuvres qui cachent des fois ça, quand tu commences à te poser la question, tu vas voir que l'œuvre, tu la vois plus de la même manière. Hein. Et quand tu te retrouves face à des œuvres qui traitent de ces sujets et qui te font réfléchir sur ces sujets, ben moi je réfléchis, je suis curieux, et puis à un moment donné, je me fais mon avis. Hein. Pour régler en tout cas toutes ces problématiques de société. Donc je prône une culture qui soit totalement inclusive et intersectorielle, qu'on la retrouve dans toutes les strates de la société, dans toutes les strates, à tous les niveaux et à n'importe quel âge. Il faut qu'on apprenne à nos enfants à réfléchir face à une œuvre, face à un conte qu'on leur raconte. Mais dans le monde de la culture, effectivement, et tu l'as pointé du doigt, j'en suis peut-être moi aussi quelque part une victime et malheureusement un acteur, c'est que la place de la femme, effectivement, elle est pas dominante. Et quand on pense réalisateur, on ne pense pas réalisatrice. Oui, c'est vrai qu'il y a une moindre connaissance encore que les nouvelles polyphonies corses qui avaient eu le prix, là, vous savez, qui avaient fait l'ouverture des Jeux Olympiques, je ne sais plus en quelle date non plus. Il y avait Idou et Patrice et Lydia, la sœur de Patrizia Poli aussi. Voilà. Donc là, il y a eu l'émergence au plan international quand même de ces femmes, avec des hommes aussi, mais c'est vrai que l'absence de rayonnement, comment dire, la note positive, c'est qu'il y a tout à faire et qu'il y a surtout des nouvelles artistes. Bon, vous avez évoqué tout à l'heure Diana Salicet, par exemple, qui est une jeune femme avec un grand talent et donc on voit qu'il y a il y a aussi d'autres femmes qui font de la musique pas du tout traditionnelle, comme Jeanne Rognoni, par exemple, que vous connaissez peut-être, qui est une chanteuse donc il y a toute une génération, puis il y a aussi des gens peut-être un peu moins connus dans tout des tas de formes musicales moins présentes dans l'espace public, hein, parce qu'on a surtout la musique corse qui est valorisée. Après, tout ce qui est, bien que Pierre Gambini soit un représentant de la musique électro très intéressant, voilà, il y a tout ce qui est rap, slam, tout ça, on connaît pas bien, ou il y en a peut-être pas beaucoup, il y en a un peu, mais pas beaucoup. Mais je trouve que ce clivage, il est en train quand même un peu de s'estomper. Enfin, en tout cas, je l'espère. Parce que je pense que ce qui est corse, c'est tout ce qui se produit ici, par les gens qui habitent ici et qui participent de la société ici. Et qu'on ne va pas donner un label corsitude, enfin, à mon sens, hein, c'est mon point de vue. Voilà, donc non, je crois que tout est à faire et je crois qu'on a encore pas mal de travail, mais que c'est assez bien parce que, comme je vous le disais au début de notre entretien, on voit beaucoup de jeunes qui se mobilisent de manière dans tous les domaines, et ça, j'ai l'impression, alors peut-être que j'ai un autre regard, mais j'ai l'impression que il y a plus de choses qui se passent parce que les gens se prennent plus en main. Parce que disons qu'il y a eu une longue tradition en Corse, parce que c'est un pays dont on n'a pas favorisé le développement. Donc qui attendait beaucoup de l'État, hein, de la prise en charge, donc une forme de manque d'autonomie pour le coup. Et même s'il y a une autonomie relative qui a été donnée à la collectivité de Corse, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de jeunes
qui se disent bon ben voilà, allez, je vais me lancer, je vais faire ça, je vais voir comment ça marche et tout. Il y a une culture de l'entreprise, du projet qu'on mène à bien, qui me paraît plus grande qu'avant. Et c'est en ça que je suis optimiste. Et donc, il y a ça va engendrer une dynamique sociale et donc ça va faire évoluer les mentalités dans tous les domaines aussi, c'est sûr. Il y a du chemin, on a tous du chemin à faire, je pense personnellement, mais en société, d'une manière générale, il y a un grand chemin à parcourir, vraiment. Et encore plus ici. Encore plus ici, pourquoi ? Parce que nous, en plus, on est dans des problématiques d'identité, on est dans une crise identitaire qui date maintenant, qui commence à vraiment à peser même, hein, et qui a beaucoup d'amalgame entre ce qu'on doit être, ce qu'on devrait être, ce qu'est être un Corse, ne pas être un Corse, enfin voilà. Il y a beaucoup de questions par rapport autour de ça. Les gens se construisent une identité assez facilement autour de clichés, autour de fantasmes aussi, des choses qui n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais existé ici dans notre histoire. Et ça fausse énormément les choses. Ça fausse vraiment le débat. Parce que pour moi, le réel débat, c'est comment on fait pour vivre ensemble ici. Comment on fait pour vivre ensemble ? Comment on fait pour se respecter les uns les autres ? Quelle que soit la religion, quelle que soit la race, quel que soit le sexe. Voilà, comment on fait ? La vraie question, elle est là, quoi. Donc, voilà, c'est comment on traite ces problématiques par le prisme de l'éducation et de la culture, parce que pour moi, ce sont les seules armes valables, parce qu'elles laissent encore la liberté aux citoyens de pouvoir son chemin intellectuel et sa propre réflexion, et que c'est pas en imposant les choses, ou c'est pas en gardant la main sur des outils culturels comme le font là en ce moment les politiques ici. Enfin voilà, c'est pas en faisant ça qu'on va s'en sortir. Que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté le dernier épisode de la saison 1 de Podcast Tout Sexiste. Nous vous retrouvons cet été pour de nouveaux épisodes bonus et en septembre pour le premier épisode de la saison 2. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn à Podcast Tout Sexiste pour être tenus au courant.